on vit dans une société où tout le monde doit être fonctionnel. Il faut que tout aille vite, il y a l'école, etc. Donc les enfants doivent être broyés dans ce système et devenir des bons petits soldats. Donc l'éducation démocratique, elle vient mettre un grain, si vous voulez, une espèce de caillou dans ce rouage, d'une part en permettant aux enfants d'exprimer leurs émotions, aussi d'exprimer leurs idées. L'enfant vous remet en question, l'enfant commence à voir comment vous ne suivez pas toujours ses principes, vous êtes faillible. Alors à ce moment-là, de deux choses l'une, ou bien vous acceptez de reconnaître votre faillibilité, et ça c'est le chemin du salut, ou bien vous refusez, et à ce moment-là vous sombrez dans la dépression et dans la répression. Bonjour, bienvenue dans Dialogue. Depuis une vingtaine d'années, beaucoup de travaux ont été faits pour essayer de mieux comprendre le cerveau de l'enfant. Comprendre que son cerveau n'est pas complètement développé et mieux saisir ses peurs, ses angoisses, ses besoins, pour essayer d'inventer une autre forme d'éducation qui soit plus respectueuse. Cette forme d'éducation a été vraiment développée, transmise, entre autres par Isabelle Filiosa, qui a fait un travail qui s'est vraiment imposé. Depuis quelque temps, cette approche est très fortement critiquée comme étant un peu naïve ou irréaliste. Au moment de ce débat, le philosophe Pierre Vesperini a publié une tribune qui a été très remarquée dans Le Monde, dans laquelle il écrit « Punir un enfant en l'isolant dans sa chambre est très efficace pour le dresser, pas pour l'éduquer ». Et j'avais envie de recevoir, dans cet épisode, Pierre Vesperini pour qu'il nous explique quel est l'arrière-plan de cette opposition, qu'est-ce que ça voudrait dire dresser un enfant et qu'est-ce que c'est pour lui éduquer un enfant. Un des éléments frappants de l'analyse de Pierre Vesperini, vous allez voir, c'est sa proposition de nommer cette éducation qu'on appelle parfois positive comme une éducation démocratique. La chronique était en réaction avec le déploiement par Madame Goldman de l'idée du time out. Le time out, c'est l'idée que quand un enfant enfreint une règle édictée par le parent, il doit être puni en étant mis dans sa chambre. Time out, mis hors du champ de la famille, hors du champ de l'espace commun. Et dans cet épisode de dialogue, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que cela implique comme vision de l'enfant, comme vision du monde, comme vision de l'humanité, cette perspective du time out. Et vous allez voir, c'est vraiment très profond. Bonjour Pierre. Bonjour. Je suis alors très heureux de vous recevoir, voilà, vous êtes philosophe, chercheur au CNRS, et puis vous avez été frappé par tout le problème autour de l'éducation et frappé aussi par le travail d'Isabelle Filiosa qui vous semble poser des questions philosophiques, anthropologiques fondamentales. Et je trouvais important, moi qui essaye ici de défendre ce rapport à l'éducation, donc peut-être on pourrait commencer, comment vous en êtes arrivé à écrire, vous avez écrit une chronique dans Le Monde, dans lequel dont l'intitulé c'était « Punir un enfant en l'isolant dans sa chambre est très efficace pour le dresser, pas pour l'éduquer ». Eh bien, j'ai découvert dans Le Monde un entretien avec la psychologue Caroline Goldman, que je ne connaissais pas, mais dont l'intitulé m'avait beaucoup intéressé, et dans lequel, en fait, elle expliquait que l'éducation dite positive ou bienveillante était en fait une impasse, qu'elle recevait des parents dans des états catastrophiques parce qu'ils avaient voulu appliquer ces principes, et que, en fait, donc ce qu'il fallait, c'était... oui, c'est vrai que c'était absolument... j'espère que je ne caricature pas, parce que ça remonte à quelques mois, mais que le grand principe qu'elle défendait dans un best-seller qui s'appelle « File dans ta chambre », c'était le time-out, qu'elle présentait comme sa méthode, d'ailleurs, et dont elle disait que ça faisait un consensus
un consensus scientifique international. Et cette méthode consiste à isoler un enfant dans sa chambre à chaque transgression. Alors, ces transgressions étant définies de façon très très généreuse, si vous voulez. Et cet entretien, je peux dire, m'a vraiment bouleversé. Enfin, je n'arrivais pas à comprendre que le Monde publie un entretien présentant des thèses, à mon sens, aussi contraires non seulement à l'intérêt des enfants, mais à l'intérêt d'une toute société démocratique. Et je me suis même dit, puisqu'encore une fois, je ne connaissais pas Madame Goldman, je me suis même dit que bon, c'était une espèce d'erreur de parcours du Monde, où ils avaient voulu accorder un entretien à une personnalité un peu excentrique. Mais j'étais travaillé par cette histoire. Et évidemment, je n'ai jamais pensé intervenir sur le moment, parce que je ne suis pas spécialiste de ces questions. Et vous savez qu'on vit dans un monde où tout est spécialisé, alors même qu'un problème comme l'éducation concerne chaque citoyen. Mais ma réaction première était celle d'un chercheur. Et puis finalement, ça me hantait, en fait, et je peux vous dire que je me suis en fait réveillé une nuit, je crois, sur le lendemain, 2 heures du matin, je crois. Ça m'arrive quand je suis hanté par un problème, de me lever comme ça, je me couche assez tôt. Et je me suis levé, je me suis dit, il faut que j'écrive. J'ai été à ma table de travail, et par ailleurs, c'est vrai que j'avais un dossier dans mon ordinateur concernant les enfants. La question de l'éducation m'avait toujours Vous avez des intéressé. enfants vous-même? Oui, j'ai un enfant. Oui, j'ai un enfant. De quel âge? De 10 ans. Et je pense que c'est un problème philosophique fondamental. Donc, j'ai commencé une recherche, à commencer par est-ce que le time-out fait l'objet d'un consensus scientifique international? Parce que, encore une fois, je suis chercheur, je dois tenir compte de l'état de la science. Et je me suis rendu compte que c'était absolument faux. C'était tout à fait faux. Au contraire, des études récentes, la tendance était plutôt à dire que non, finalement, le time-out n'était pas une bonne idée. Parenthèse, ça c'est important de le dire, c'est que le time-out défendu par Madame Goldman n'est pas le time-out recommandé par les pédiatres, par la majorité des pédiatres américains, parce qu'elle l'applique à des tas de situations où le time-out ne serait pas recommandé. Elle l'applique à des âges où le time-out n'est pas recommandé, je veux dire très tôt, dès 1 an. Parce qu'il recommande à partir de quel âge? Alors là, je ne pourrais pas vous dire exactement, mais je crois que c'est à partir de 3 ans. Oui, donc dès 1 an, quand oui, un enfant n'est pas capable à cet âge-là de comprendre que c'est qu'une transgression. Et donc je commence très rapidement, et puis donc déjà je constate qu'il n'y a pas de consensus, et à partir de là, je bâtis ma tribune sur l'idée que ce que Madame Goldman propose aux parents, ce n'est pas une méthode d'éducation, c'est une méthode de dressage. En effet, si vous envoyez votre enfant dans sa chambre à la première transgression, vous allez faire un enfant très bien élevé, un enfant qui sera dressé. Mais le but de l'éducation n'est pas de construire un individu dressé, de construire un individu obéissant, qui sera vulnérable à toutes les figures d'autorité et à tous les autoritarismes. Le but de l'éducation, c'est de construire un individu libre. Donc ça, vous insistez beaucoup là-dessus, et je trouve que c'est un point important. Ce qui est frappant, c'est qu'il n'y a pas seulement Le Monde, mais ça s'est répandu dans tous les médias français, oui. Cette approche répressive, cette approche de dressage. Oui. Et on voit, avec moi, je suis aussi complètement stupéfait de voir le manque de pensée, de réflexion. Et il me semble qu'il n'y ait qu'en France qu'il y ait ce déploiement de cette vision-là. Et vous montrez très justement, je crois, que le problème du dressage, c'est justement qu'on a que faire des enfants obéissants, c'est les rendre très vulnérables à n'importe quelle forme d'obéissance plus tard, et que c'est extrêmement dangereux pour l'avenir d'une société. Qu'il y a même ici quelque chose
vous alliez assez fort, mais de non démocratique. Ah ben oui, mais absolument. Encore une fois, l'éducation défendue par Isabelle Fioza et Catherine Guéguin et d'autres, et Louise Junier, par exemple, c'est une éducation, moi je l'appelle démocratique, justement. Je dis pas, ça ne me dérange pas de dire positive, bienveillante, mais je pense qu'on est plus précis quand on dit l'éducation démocratique. C'est-à-dire une éducation dans la dignité, c'est-à-dire que l'enfant, c'est pas parce que c'est un enfant qu'il n'a pas la même dignité que vous et moi, qu'il n'a pas la même dignité que ses parents. Donc on ne peut pas lui parler comme on ne parlerait pas à un ami ou à un adulte. Bon, c'est l'exemple classique. Si vous recevez un ami, une amie, et qu'elle renverse sa tasse de thé, vous dites « Ah bon, attends, je vais t'aider, je vais essuyer ». Mais combien de parents, si leur enfant renverse, vont dire « Ah, mais comment ça ?» On se permet de parler aux enfants comme s'ils n'avaient pas la même dignité qu'un adulte. Donc c'est éduquer dans la dignité, et ensuite c'est éduquer à la liberté. Je veux dire vers la liberté, parce que l'enfant ne peut pas encore être libre. Et donc le but, c'est d'arriver à le rendre libre. Et ça, c'est extrêmement difficile. Et c'est ça que je voudrais dire. Ce qui est très intéressant dans cette crise de l'éducation démocratique, si vous voulez, que nous sommes en train de vivre, c'est que justement, les parents, beaucoup de parents ont appliqué les principes de cette éducation, tels qu'ils les rencontrent dans les livres, par exemple, d'Isabelle Fioza ou de Catherine Guéguin, en pensant qu'à partir de là, eh bien, ils auraient des enfants obéissants. Ils se disent, avec ces livres de recettes, finalement, je vais avoir des gosses qui feront absolument tout ce que je veux, qui s'habilleront, qui mettront la table, qui rangeront les joujoux, etc. Or, en réalité, c'est pas du tout comme ça que ça marche, parce que l'éducation démocratique ne vise pas à faire des enfants obéissants. Elle vise à permettre à des enfants de grandir dans la dignité et vers la liberté. Autrement dit, quand vous commencez à appliquer ces principes, eh bien, les enfants vont commencer à exprimer des émotions, et les enfants éduqués sur le modèle répressif n'expriment pas d'émotions. Personne ne les interroge sur leurs émotions, personne ne leur demande ce qu'ils ressentent, etc. On leur demande d'obéir. Bon. Donc ils commencent à exprimer des émotions, et ça c'est très perturbant, parce que pourquoi est-ce qu'il y a tout ce problème? Parce qu'on vit dans une société où tout le monde doit être fonctionnel. Il faut aller vite, etc., de plus en plus vite. Les parents sont super stressés en général, à cause du boulot, parce qu'ils n'ont pas de boulot, etc. Donc il faut que tout aille vite, il y a l'école, etc. Donc effectivement, la société nous enjoint d'être fonctionnels, donc les enfants doivent être broyés dans ce système et devenir des bons petits soldats. Donc l'éducation démocratique, elle vient mettre un grain, si vous voulez, une espèce de caillou dans ce rouage, d'une part en permettant aux enfants d'exprimer leurs émotions, aussi d'exprimer leurs idées. Par exemple, je prends un cas tout à fait qui m'a été rapporté récemment. Bon, vous avez un couple de parents qui décident d'aller en promenade. Bon. Mais leur enfant n'a pas envie d'aller en promenade. Bon. Alors, je veux dire, la réaction des parents, c'est « si, tu viens en promenade. On décide d'aller en promenade, tu vas en promenade. » Et l'enfant dit non, et lui, il est fatigué. Ça peut vous arriver d'être fatigué, de ne pas avoir envie de sortir, quoi. Mais pour eux, c'était inconcevable de ne pas sortir parce que le gosse ne voulait pas sortir. Donc ils ont commencé à dire tu fais un caprice, tu es égoïste, tu penses qu'à toi, etc. Bon. Alors que si ça avait été eux qui ne voulaient pas sortir et lui qui voulait sortir, ils auraient aussi dit qu'ils faisaient. Donc cette équidignité, cette égalité en dignité est totalement subversive, si vous voulez. C'est révolutionnaire. Et Isabelle Fioza insiste beaucoup là-dessus dans son dernier livre. Donc, l'enfant exprime ses émotions, l'enfant exprime ses idées, l'enfant vous remet en question, c'est-à-dire l'enfant commence à voir comment vous ne suivez pas toujours ses principes, vous êtes faillible. Et alors à ce moment-là, de deux choses l'une, ou bien vous acceptez de reconnaître votre faillibilité, et ça c'est le chemin du salut, parce qu'à partir de là, vous allez changer, vous allez découvrir que vous pouvez changer, ou bien vous refusez d'admettre votre faillibilité, vous prétendez à une espèce d'infaillibilité pontificale, mais ce serait maintenant l'infaillibilité parentale, et à ce moment-là, vous sombrez dans la dépression et dans la répression. Alors peut-être on va revenir, parce que je trouve qu'il y a un point que vous soulignez qui me semble très important.
peut-être que je trouve éclairant, le problème aujourd'hui de l'éducation, c'est pas du tout ce qu'on a l'air de croire, être bienveillant avec les enfants ou malveillant, c'est vraiment la volonté que tout soit efficace, que l'enfant soit absolument efficace, de la même manière que les individus sont de plus en plus réduits à être efficaces jusqu'au burn-out, jusqu'à une vraie souffrance, et on veut, et au fond, en fait, derrière des principes éducatifs, Goldman est plutôt ici le porte-parole de cette nouvelle forme de violence qu'on voit, instrumentalisation générale de tout. Tout doit être performant, sans état d'âme, sans émotion. Mais Madame Goldman elle-même donne un exemple qui est tout à fait parlant. Elle parle de l'anniversaire de sa fille, de 6 ans, elle l'a cité à plusieurs reprises. Sa fille a 6 ans, elle reçoit ses amis, elle est un peu exaltée, excitée, et on ne sait pas exactement, enfin, Madame Goldman dit que sa fille commence à se montrer un peu désagréable avec ses camarades. Alors, Madame Goldman dit à sa fille, donc de 6 ans, d'aller dans sa chambre, time out. Et pendant qu'elle est dans sa chambre, Madame Goldman invite les enfants invités à casser la piñata qui est dans le jardin, de sorte que la petite fille assiste de sa fenêtre à ses amis qui cassent la piñata dans le jardin. Et puis, 2 minutes se passent, elle ressort, et Madame Goldman dit, et elle était toute souriante, et tout s'est très bien passé. Elle raconte ça sur France Inter, devant plusieurs personnes. Personne ne dit rien. Tout le monde trouve ça normal. C'est horrible. Voilà, je veux dire, c'est totalement... Alors, ce que Madame Goldman produit s'appelle la suradaptation. La suradaptation. C'est-à-dire que l'enfant est tellement sidéré par ce qu'il subit, par l'humiliation, qu'effectivement, il va être sage comme une image. Enfin, ça repose sur l'humiliation. C'est-à-dire que dans ces cas-là, si votre fille a 6 ans, c'est normal, c'est une tempête émotionnelle qui se passe, c'est son anniversaire, et les copines et les copains sont là, il y a des cadeaux, enfin bon, il faut le prendre à part, lui dire, attends, peut-être il faut un petit peu se calmer, etc. Et puis ça se passe très bien. Ça demande un effort, ça demande du temps, ça demande effectivement, et progressivement, on se rend compte que les enfants sont capables de contrôler leurs émotions. Et c'est comme ça qu'ils deviennent libres. Bon, c'est une des modalités de la liberté, c'est contrôler ses émotions. Donc, cet exemple-là est tout à fait remarquable, puisque c'est elle-même qui le donne, et elle le donne en modèle. Et je l'ai fait écouter à un enfant. J'ai fait écouter Mme Goldman à la radio, je dis, voilà, un enfant de à peu près 9 ans, et je lui ai dit, voilà, qu'est-ce que tu en penses ? Je te fais écouter ça, qu'est-ce que tu en penses ? Et vous savez, la première chose que cet enfant m'a dit, il m'a dit, elle est folle. C'est incroyable. Il m'a dit, elle est vraiment folle. Cet enfant qui entend cette dame raconter ça, et sa première réaction, c'était ça. Et ça, donc c'est vraiment exactement, on voit comment c'est efficace, effectivement. C'est une violence symbolique, ce n'est pas une violence physique, mais c'est une violence symbolique qui s'exerce contre cette petite fille et qui fait qu'effectivement, on va obtenir une petite fille suradaptée. La suradaptation, c'est une forme... Là, c'est vraiment une forme de violence terrible, puisqu'on voit que la suradaptation, c'est ça qui entraîne vraiment toutes les formes de trauma. Vous n'avez plus la possibilité de vous défendre. Donc vous êtes dans un état de figement, de sidération. De figement, voilà, exactement. Et ça, c'est vraiment... Et donc, effectivement, l'éducation démocratique demande qu'on accorde du temps, qu'on prenne le temps. Et simplement, ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte au fil des années que l'enfant se construit, justement. Et que les tempêtes émotionnelles diminuent. Je veux dire, quand une situation à peu près normale, après, il peut toujours y avoir des problèmes, mais qu'en tout cas, petit à petit, l'enfant apprend à être conscient de ses émotions, à comprendre ce qui lui arrive, et petit à petit, ça va de mieux en mieux. Et on voit grandir, effectivement, quelqu'un qui va vers la liberté. Vous voyez ? On accuse beaucoup le travail d'Isabelle Filiosa de conduire à un enfant roi. Vous montrez que le problème des enfants aujourd'hui, c'est qu'ils sont exposés à une forme de violence
qui est la cause véritable des problèmes des enfants aujourd'hui. Alors, vous savez, il y a un livre très intéressant sur l'éducation en Suède de Marion Querc. L'expression « enfant roi » n'existe pas là-bas. Par exemple, ils ne savent pas ce que c'est. Donc, la Suède qui a interdit les violences en matière d'éducation en 1979. Et ça a totalement, qui a fait un énorme travail de sensibilisation de la population, qui est exactement comme la nôtre, plutôt partisane de la méthode répressive. Hein. Mais il y avait une énorme campagne faite par le gouvernement, et aujourd'hui, la très grande majorité des Suédois ne souhaitent pas revenir en arrière et est satisfait de l'éducation démocratique des enfants. Donc, l'enfant roi, je ne dis pas que... je veux dire, il ne faut pas penser que l'enfant roi, c'est une réalité comme ça qui existe. C'est vraiment une construction sociale, d'abord. Bon. C'est, en fait, l'enfant... qu'est-ce que c'est qu'un enfant roi, quand on parle d'un enfant roi, hein? Je pense, par exemple, à une fameuse chronique de Jan Moix, où... Non, il faut prononcer Jan Moix ou Jan Moix. Bon. Alors, d'accord. En tout cas, je pense à une chronique de Jan Moix, où donc, il décrit un couple de parents au restaurant avec un enfant qui fait une crise, etc., qui frappe, qui insulte, etc. Et cette chronique est d'une incroyable violence. Et ce que les gens ne comprennent pas, en fait, c'est que quand un enfant se comporte comme ça, ils le jugent immédiatement comme si c'était un adulte qui se comportait comme ça. Un adulte qui frappe, un adulte qui insulte. Mais ça, c'est totalement méconnaître la réalité de ce que c'est qu'un enfant. Un enfant n'a pas du tout cérébralement les fonctions qui nous permettent à nous de nous contrôler, de ne pas insulter, de ne pas frapper. Il est submergé par ce qui lui arrive. Et donc, quand il se passe quelque chose comme ça, c'est qu'il y a un problème chez l'enfant. Il y a un problème. Et donc, face à une situation comme celle-ci, de deux choses l'une. Ou bien vous décidez que c'est un sale gosse, c'est un enfant roi, il faut le punir, l'envoyer dans sa chambre, etc. Et ça va être l'escalade. Ou bien vous vous dites, et c'est ce que dit Isabelle Fioza dans ce livre, elle insiste beaucoup là-dessus, si un enfant se comporte comme ça, c'est qu'il y a un stress quelque part. Il y a un énorme stress. Donc il faut essayer de comprendre. Alors, souvent quand un enfant fait une crise, je crois qu'à ma connaissance, il n'y a pas de solution miracle. Je veux dire, il n'y a pas... on peut donner un verre d'eau, proposer un câlin, etc. Mais c'est vrai que ça ne marche pas à tous les coups. Et donc, il est facile de se moquer en disant « ça ne marche pas ». Mais quand un enfant fait une crise de ce genre, ça peut être extrêmement violent. Et je pense que souvent, il faut attendre que l'enfant se calme de lui-même. Ça peut être long, etc. Et puis, une fois que l'enfant s'est calmé, le jour même ou un peu plus tard, on peut parler de ce qui s'est passé. Et là, si vous commencez à parler avec votre enfant, tout d'un coup, vous allez découvrir quelque chose. Et, par exemple, des parents que je connais ont découvert comme ça que leur enfant dont ils se plaignaient beaucoup, qui faisait des crises à répétition, etc., qui était insupportable, etc., ne comprenaient pas. Alors, comme souvent les parents qui veulent faire tout bien, ils cherchaient chez eux ce qu'ils avaient pu mal faire, etc. Puis en fait, ils ont commencé à parler avec l'enfant, et en fait, l'enfant se faisait harceler à l'école. Tout d'un coup, il a commencé à raconter que depuis quelques mois, il se passait ceci, cela, la maîtresse ne faisait rien, et à partir de là, c'était fini. Ils ont pu découvrir ça parce que justement, ils ont traité l'enfant avec dignité, pas comme un être abominable, etc. Parce que c'est incroyable comment est-ce qu'on parle des enfants. Je veux dire, Didier Pleu, récemment, parlait des enfants comme de nasillons. Des nasillons, des enfants. Parce que là, il y a aussi toute une vision anthropologique fondamentale. C'est là où c'est intéressant philosophiquement. La conception qui repose sur cette manière de dresser l'enfant, c'est que l'enfant, en tant que tel, est dangereux et pervers. Moi, j'ai essayé de lire le livre de Goldman, mais
cette vision tellement horrible de l'enfant, j'ai oui, beaucoup de mal ça, à continuer. C'est vraiment... c'est une vision... Voilà, c'est un asillon, c'est un monstre, donc il faut le dompter, parce que si on ne le dompte pas, si on ne le dresse pas, c'est ça l'arrière-plan de la vision, c'est est-ce que l'enfant est un être qui a une dignité qu'il faut aider à s'accomplir, ou est-ce que l'enfant est un être pervers, dangereux, qu'il faut soumettre, sinon je crois que c'est ça la vision anthropologique fondamentale. Tout à fait. C'est-à-dire que l'éducation répressive repose sur une conception de la nature humaine qu'on trouve dans la psychanalyse freudienne, mais qu'on retrouve en fait dans le christianisme, en fait. Enfin, ça dépend, parce qu'il y a les deux. On est aussi, fait à l'image de Dieu. Écoutez, chez les moralistes du XVIIe siècle, qui sont très imprégnés par saint Augustin, c'est le péché, quoi. Le péché originel, il est là. Donc nous, au fond, on est tous la répression vient de cette vision très sombre de l'enfant. Nous sommes mauvais, et donc il faut nous dresser, quoi. Nous sommes mauvais, il faut nous corriger, il faut nous châtier, pour nous faire devenir des personnes droites, capables de se comporter comme il faut, malgré notre nature perverse. Vous connaissez évidemment le fameux roman « Sa Majesté des mouches », des enfants sur une île déserte, ils vont tous s'entretuer, etc. Bon, en fait, c'est un mythe. Je veux dire, je parle de ça parce que c'est un exemple qui est parfois donné comme un argument. Je crois que même Didier Pleu, il faudrait contrôler, mais je crois que Didier Pleu donne cet exemple, la Majesté des mouches, vous voyez les enfants comment ils sont. Or, en réalité, c'est faux. C'est Olivier Morel qui me citait l'exemple, justement. On a eu un cas comme ça d'enfants qui se sont retrouvés dans une situation comme ça de grande détresse. Ils ne sont pas du tout entretués, au contraire, ils ont été très solidaires. La science, maintenant, nous a montré, par des expériences, que les enfants, très, très, très tôt, sont des êtres profondément empathiques, des êtres qui veulent aider. Il y a une expérience tout à fait émouvante, où on voit un chercheur qui il est au-dessus d'une espèce de petit mur comme ça, puis il fait tomber quelque chose devant et il fait mine d'essayer de rattraper, mais il n'arrive pas. Alors il y a là un gosse, mais il a 1 an, je crois. Il sait à peine marcher, quoi. Il voit le truc, il comprend, il va ramasser le truc et donner. Donc, il y a plein d'expériences qui ont été faites qui montrent ça, cette capacité empathique spontanée de l'enfant. Et il semblerait plutôt, les études semblent plutôt montrer que le manque d'empathie, la dureté et la violence viennent justement d'une violence qui a été faite à l'enfant et qui l'a coupé de cette dimension empathique fondamentale. Ça me paraît une évidence. Enfin, à chaque fois que je vais dans une école, j'étais dans plusieurs écoles parce que j'ai une vie assez itinérante. Et ça m'a toujours frappé quand on voit les enfants, comment les enfants vous regardent. Ils ont une curiosité vers vous, une ouverture. Mais on sent qu'ils vous disent « Mais qui t'es, toi? Qu'est-ce que tu viens faire là ?» Je veux dire, pour moi, la nature humaine est profondément bonne au départ. Je pense que c'est après, ce que je vois aussi, c'est qu'on voit aussi, quand on suit comme ça des enfants au fil des années, on voit ce regard s'éteindre souvent. Ils finissent par être attristés, finissent par être usés, justement en partie à force des punitions, à force des mauvais traitements. Et de l'abandon, parce que aussi ce que souligne beaucoup Isabelle Filiosa, c'est l'abandon. C'est-à-dire que beaucoup d'enfants la répression permet aussi d'abandonner les enfants à eux-mêmes, de ne pas les rassurer, de ne pas comprendre leurs besoins, de ne pas savoir les écouter. Et quand on parle de l'enfant roi, il faudrait parler aussi de la détresse de tous ces enfants qui ne sont pas reconnus dans ce qui est nécessaire pour eux. Une forme de laxisme. C'est-à-dire qu'on voit en même temps le côté répressif et un côté laxiste. Que je ne comprenais pas jusqu'à ce que vous disiez très, très justement. Comme on veut que les enfants soient efficaces et ne posent pas de problème, on voit très bien qu'il y a un mélange de laxisme et de répression qui constitue le fond de l'éducation actuelle. Mais je pense que pour aller dans votre sens, l'usage qui est fait des écrans avec les enfants correspond tout à fait à cet abandon. C'est ça. C'est-à-dire, c'est formidable les écrans, parce qu'il y a des tas de gens qui disent c'est formidable, ils vont sur son écran, pendant ce temps-là je peux travailler.
Or, on sait, enfin, je veux dire, c'est évident, enfin, les études scientifiques le montrent, mais il suffit de voir un enfant pour le comprendre. Je veux dire, un enfant devant un écran, c'est juste, on comprend tout de suite. Récemment, j'ai été dîner chez des amis et la petite fille était tout le temps sur son écran. Et à un moment donné, on lui a dit tiens, tu veux pas raconter ce qui s'est passé à l'école, je ne sais pas quoi, il s'était passé un truc. Et cette fille, en fait, elle était incapable de parler, quoi. Elle ne savait pas communiquer. À force d'être devant des écrans, de ne pas parler, de ne pas interagir avec les parents, c'est quand même la première interaction, quoi. Du coup, cette petite fille n'avait pas d'accès au monde, n'avait pas d'accès à la communication. Donc vous avez lu le livre d'Isabelle Filiosa. Il y a plusieurs choses qui vous ont particulièrement frappé, intéressé. Quels sont les points qui vous ont le plus frappé ou convaincu? Moi, ce que je trouvais intéressant dans ce livre, c'est que c'est vraiment une espèce de synthèse de toute sa pensée, en fait. Et en un sens, je pense que toute cette discussion autour de l'éducation des enfants lui a permis j'ai envie de dire, de montrer l'ampleur de sa réflexion, l'ampleur de ses... c'est vraiment, pour moi, quelqu'un qui est une vraie chercheuse. Et dire, on voit très bien la différence avec justement les professionnels de l'éducation qui s'enferment dans des dogmes. C'est quelqu'un qui est toujours prêt à la discussion, qui est toujours intéressé par les nouveaux articles, les nouvelles études scientifiques qui sortent, les nouvelles méthodes. Elle a cette curiosité et cette modestie qui est vraiment le gage d'une chercheuse. Et ce que j'ai trouvé... Enfin, il y a plusieurs choses qui m'ont frappé, mais elle le dit dans le livre, et ça aussi c'est vraiment fondamental, c'est que la plupart des gens considèrent que les enfants sont des objets qui leur appartiennent. C'est-à-dire que, là encore, je pense aux commentaires qu'il y a eu à ma tribune. J'avais l'impression que c'est comme si les gens considéraient que j'étais venu chez eux et que j'avais dit non, en fait, cette statue, il faudra plutôt l'enlever, puis on va mettre ça là. Et puis, vous voyez, que j'étais venu pour changer la déco de leur appartement. Vous voyez. C'est comme si leurs enfants, c'était leur espace privé. C'est l'intimité, l'espace privé, et qu'on n'avait pas le droit de toucher à leur propriété. Et ce que dit Isabelle Filiosa dans ce livre, c'est que l'enfant est issu de nous, mais ne nous appartient pas. Il a une dignité, une indépendance, une liberté. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens n'admettent pas. Et donc, c'est aussi la raison pour laquelle ils pourront ne pas vouloir recevoir de conseils ou d'informations scientifiques sur les enfants, parce qu'ils considéreront que c'est eux qui savent. Et il y a une autre chose que je voulais dire à propos de ce livre. Ah oui, c'est ça, je pense que c'est très important. J'ai trouvé intéressant ce regard qu'elle portait aujourd'hui sur l'éducation positive, c'est-à-dire que, notamment, justement, elle dit bien que l'éducation positive ne vise pas à faire des enfants obéissants. Et c'est ça le grand malentendu, peut-être. L'éducation positive, c'est pas, tu fais ceci, tu fais cela, et en 2 temps 3 mouvements, tu vas avoir des petits-enfants modèles. Encore une fois, pas du tout. C'est vraiment se mettre... Comme dans la démocratie. La démocratie n'est pas une société, c'est une société conflictuelle. Il y a des intérêts divergents, je veux sortir, je veux pas sortir, comment on fait? Bon, il faut qu'on négocie. Et puis elle est toujours perfectible. Exactement, c'est un idéal. C'est très important ça. Parce que, effectivement, ça je pense aussi, c'est une des raisons pour lesquelles il est possible que chez certains parents, il y ait une désillusion par rapport à l'éducation positive. Parce que beaucoup de parents cherchent à être des éducateurs parfaits. On cherche la perfection, on veut tout bien faire, etc. Mais évidemment, ce n'est pas possible, parce qu'on est des êtres humains, on n'est pas des machines, je veux dire.
Et alors, il y a un moment de découragement, je crois, chez certains parents, parce qu'ils croient que cet idéal est réalisable. Et s'il n'est pas réalisable, à ce moment-là... Et alors, je crois que ce qui est au contraire, ce qu'il faut dire à ces parents, c'est que l'expérience de l'échec, l'expérience de sa propre faillibilité, c'est pas du tout le signe que la méthode ne marche pas. C'est au contraire le signe qu'on a des progrès à faire. Et on est constamment, vous disiez perfectible, on est constamment en progrès. Mais on ne peut pas devenir un être absolument parfait, un parent. Je veux dire, combien de parents qui appliquent l'éducation positive, parfois s'énervent, parfois élèvent la voix. Et ça, c'est très important ce que vous dites. Parce c'est que, fondamental. Le travail d'Isabelle Filosa est partout caricaturé, comme si elle voulait des parents parfaits, toujours gentils, qui ne crient pas. Ce qui est le contraire. Elle ne cesse de montrer au contraire que c'est tout à fait normal. Et donc ça, je trouve que vous avez raison de souligner ce point-là. Et sans doute la difficulté qu'il y a à que soit entendue cette autre éducation, cette éducation démocratique, c'est que ça implique d'accepter de ne pas être parfait. Et vous soulignez beaucoup dans votre chronique et dans votre réflexion qu'au fond, c'est ça le plus grand cadeau qu'on puisse faire à un enfant. C'est de lui montrer que nous-mêmes, on est perfectibles, que nous-mêmes, on peut faillir. Absolument. Ah, ça, je pense vraiment que... je pense que beaucoup de parents, quand on voudrait être parfait, on voudrait se montrer sous un jour parfait à son enfant. Et on croit que si l'enfant se rend compte de nos défauts, de nos failles, de nos faiblesses, de nos manquements, à ce moment-là, on va diminuer à ses yeux. Et c'est complètement le contraire, en fait. Premièrement, le fait, je pense que la plupart des gens, encore dans ma génération, leurs parents ne se sont jamais excusés de rien, quoi. Mais quand un parent s'excuse, quand un parent est capable de s'excuser auprès d'un enfant, il le fait sincèrement, je veux dire, et en fait, c'est là qu'il gagne son autorité sur l'enfant, c'est une autorité morale. Et il n'y a pas de plus beau cadeau à l'enfant que de montrer qu'on reconnaît qu'on est faillible. Et c'est ça qui va lui permettre à lui aussi de comprendre que ce n'est pas parce qu'il s'est énervé, il a tout cassé, il est insolent, il a une incroyable violence, qu'il est fichu. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le fameux enfant roi, vous croyez qu'il est content ? Vous croyez qu'il est content quand il insulte ses parents, quand il fait du bruit dans le restaurant? Il est profondément malheureux, profondément en panique. Je veux dire, c'est le besoin qu'un enfant a de ses parents. Et c'est quelque chose d'inimaginable. Quand un enfant fait une crise comme ça, il est tout seul. Cet enfant est en détresse totale. Donc, si vous êtes capable à ce moment-là de lui dire « je suis là, ça va aller », juste ça, tu n'es pas bien, mais ça va aller. Il ne faut pas caricaturer en disant que l'éducation positive, on doit se mettre à dialoguer avec l'enfant pendant sa crise. Évidemment que non, l'enfant est dans cette tempête. Mais vous lui dites « je suis là, ça va aller ». Et je vous assure que, au bout d'un moment, l'enfant il se calme, il est fatigué de sa crise. Et puis, voilà, vous le prenez dans vos bras, vous dites « je suis là, tout va aller ». Et après, vous pouvez lui dire « tu vois, si un jour vous élevez la voix pour une bêtise, et bien vous dites ouais, tu vois, là, je me suis dit, c'est un peu comme toi l'autre jour, mais tu vois, j'ai fait des progrès, hein, qu'est-ce que tu en penses? Tu ne trouves pas que je fais des progrès? Toi aussi, tu vois, finalement, cette fois-ci, tu as accepté de ceci, cela. » Donc, en fait, je trouve que c'est magnifique et soi-même, on change. C'est ça qui est merveilleux. C'est clair, parce qu'en montrant que nous-mêmes, on a travaillé dans ce qu'on appelle un peu réguler ses émotions, on montre à l'enfant qu'il peut réguler ses émotions. Et sans doute que les enfants qui deviennent vraiment violents, de plus en plus violents, c'est l'impossibilité qu'ils ont de pouvoir reconnaître qu'ils se sont trompés, que c'est pas grave. Et donc, ne voulant pas reconnaître qu'ils sont trompés, il y a une sorte de tension et qui devient une violence pour montrer qu'ils ont raison, quoi qu'il en soit. Oui. Et au fond, peut-être que c'est ça, l'apprentissage démocratique, c'est apprendre que chacun d'entre nous, on peut se tromper.
Et qu'à partir de là, et donc on peut discuter, et donc on peut progresser, et donc on peut s'amender, et donc on peut réguler ses émotions. C'est une vision anthropologique, sociale, qui est absolument fondamentale. Et c'est pour ça que ce qui se passe aujourd'hui sur l'éducation est vraiment une grande catastrophe. Mais en fait, c'est le reflet de ce qui se passe dans la société, parce que si vous regardez, justement, il y a une dégradation de la discussion publique. C'est-à-dire que quelqu'un dit quelque chose qui ne vous plaît pas, je veux dire, de deux choses l'une, ou bien vous l'attaquez, ou bien vous dites, bon, ça ne me plaît pas, mais je pars du principe que cette personne est de bonne foi, elle peut se tromper, par exemple, voyez. Donc là, on peut commencer à discuter, voyez. Donc, ce qui se passe dans l'éducation démocratique, c'est ce qui devrait se passer dans le vivre ensemble démocratique, c'est-à-dire partir du principe que l'autre est faillible et que donc il faut l'accueillir, être là avec lui, discuter avec lui. Et c'est ça la base. Vous savez, c'est ce que les Romains appellent l'humanitas. L'humanitas, l'humanité, c'est la sociabilité, en fait. C'est la qualité de l'homme sociable. Si quelqu'un fait quelque chose avec lequel il n'est pas d'accord, il va parler avec lui, avec humour, avec bonhomie, avec amabilité, etc. Il ne va pas lui taper dessus. C'est la base de la civilisation. C'est ça quand derrière Goldman, il y a cette sorte de conception behavioriste de l'éducation. Alors, en fait, ce qui est behavioriste, c'est la technique du time-out. C'est-à-dire, effectivement, ça a fait consensus aux États-Unis à un moment donné. Mais toujours, d'ailleurs, là aussi, c'est une différence avec Mme Goldman. C'est toujours limité, je crois, à 3 ou 5 minutes. Bon, avec Mme Goldman, ça peut, je ne sais pas... ça peut aller assez loin, il faudrait vérifier, mais ça peut aller jusqu'à 20 ou 30 minutes. Et puis en plus, ça peut, si jamais vous ne pouvez pas punir votre enfant sur le moment, parce que par exemple, vous êtes chez des amis en vacances, elle dit, vous le ferez de retour à la maison, le week-end suivant. Enfin, c'est vraiment incroyable. On dirait que l'enfant est condamné à une peine et qu'il va devoir exécuter tôt ou tard. Bon. Donc le time-out, en fait, a été une technique qui a été très populaire aux États-Unis pour remplacer la violence physique, en fait. Les parents ont arrêté de frapper les enfants et les ont mis dans leur chambre. Donc effectivement, on peut dire que c'est un petit progrès. Voilà. Donc, et alors, effectivement, c'est behavioriste puisque on n'interroge pas le pourquoi du comment. On ne demande pas à l'enfant pourquoi est-ce que tu as fait cette scène au restaurant. On n'a pas compris, il y a quelque chose qui ne va pas. En ce moment, ça ne va pas trop. Non. Le behaviorisme regarde juste le comportement de la personne. Tu fais une scène au restaurant, time out. Voilà, tu es puni. Tu te comportes bien au restaurant, tu as droit à un joujou. C'est une récompense. L'inventeur du time out avait fait, c'est un homme assez intéressant d'ailleurs. Il avait construit une machine pour distribuer des bonbons à sa fille. D'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la psychologie behavioriste, on met beaucoup plus l'accent sur les récompenses que sur les punitions. Parce qu'on constate apparemment, expérimentalement, que les enfants sont beaucoup plus facilement dressables par la récompense que par la punition. Donc c'est assez intéressant. Donc il y a effectivement une dimension behavioriste, c'est-à-dire qu'on ne va pas, chez Mme Goldman, on ne va pas discuter avec l'enfant, ça c'est vraiment les naïfs, ceux qui vivent dans un monde de bisounours. Vous savez, on rencontre ça tout le temps. Ah, ils vivent dans un monde de bisounours. Hein. Alors ça c'est l'éducation positive, donc non, on ne va pas discuter avec l'enfant. Tu t'énerves un petit peu avec tes petites amies, hop, tu vas dans ta chambre, on tape la piñata sous tes yeux. Voilà. On regarde juste ce que tu fais et t'es puni. Voilà. Mais on met l'accent là sur la punition et pas tellement sur la récompense. Mais de toute façon, dans les deux cas, punition ou récompense, l'éducation behavioriste aboutit à faire un être qui, au fond, construit ce que les psychanalystes appelleraient un faux self, un faux moi. Quoi. Il est comme il faut être. Vous savez, j'étais très attentif aux commentateurs du Monde, du journal Le Monde. C'est très intéressant de lire les commentaires, notamment à ma tribune.
Et c'est là d'ailleurs où j'étais vraiment absolument sidéré, parce que je me suis rendu compte qu'en fait j'étais totalement minoritaire et que c'était Madame Goldman, au contraire, qui représentait la majorité de la population, en tout cas d'après les commentaires. Et il y avait une dame qui disait, elle citait l'exemple de son neveu. Quand il était enfant, on lui disait d'aller dans la naughty, c'était dans la naughty place, voilà, la place pour les enfants méchants. C'était une marche de l'escalier. Alors, c'était pas dans sa chambre, c'était sur une marche de l'escalier, il s'asseyait, il était puni. Et elle disait maintenant, il est devenu un excellent étudiant à Oxford, etc. Bon, bien sous tout rapport, si vous voulez. Et je me disais, oui, peut-être, mais peut-être que si on l'avait laissé exprimer ses émotions, peut-être qu'il n'avait pas du tout envie de faire ses études à Oxford. Peut-être qu'il faisait des études à Oxford parce que sa famille a envie qu'il fasse des études à Oxford. Mais peut-être qu'en fait, il aurait pu être Bob Dylan, hein, ou je ne sais pas, Jackson Pollock, artiste, écrivain. Mais voilà, il fallait ne pas aller sur la naughty, vous voyez. Donc voilà, c'est toute la différence entre un système où on veut forger un enfant à l'image d'un idéal social et un système où on essaye de laisser l'enfant grandir. Et, vous savez, une autre chose aussi que dit Isabelle Fioza dans ce livre, et sur laquelle elle insiste souvent, c'est que les parents ont besoin de soutien à la parentalité. Et c'est vrai, parce que effectivement, quand on est parent, on se trouve à devoir, on se trouve devant une tâche extrêmement difficile, extrêmement complexe, fondamentale, et avec des outils qui sont tout à fait imparfaits. C'est-à-dire l'éducation d'hier, et puis des préjugés, les préjugés que nous connaissons sur l'enfant mauvais. Tout le monde pense que l'enfant est mauvais. Tout le monde pense. Avec des citations fausses de Freud qui circulent tout le temps, de toute façon, vous raterez toujours votre éducation. Avez-vous déjà vu une cour de récréation? Vous savez, cette phrase-là. Est-ce que vous avez vu une cour de récréation? Sous-entendu, c'est la jungle. En réalité, pas du tout. Ça a été étudié, on étudie les cours de récréation et on voit que la majorité des interactions sont des interactions positives. Donc les gens ont des tas de fausses informations sur les enfants et sur l'éducation. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, il faudrait qu'il y ait un soutien à la parentalité qui s'organise, par exemple, comme aux Pays-Bas. J'ai lu un livre sur l'éducation aux Pays-Bas qui est encore différent de ce qui se passe en Suède. C'est un pays où, traditionnellement, là, ce n'est pas une initiative qui est venue de l'État en 1979, c'est vraiment quelque chose de séculaire. Les enfants sont traités avec une très grande liberté. Et ça se passe parfaitement bien. Et dans les écoles aux Pays-Bas, il y a régulièrement des professionnels de l'enfance qui viennent éduquer les parents à la parentalité et leur enseigner certaines choses. Et par exemple, une chose m'avait frappé, où une femme disait, donc une professionnelle était venue, et elle disait aux parents, voilà, un enfant c'est un peu comme une fleur que vous recevez. Bon, si vous recevez une tulipe, vous n'allez pas en faire une rose, quoi. Et donc, votre but à vous, c'est de l'élever comme tulipe. Ce n'est pas d'essayer de la forcer à être une rose. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents, mais en toute bonne foi, qui voudraient que leur fils fasse ceci, fasse cela, fasse Polytechnique, fasse Oxford, etc. Et pensent mais l'enfant, peut-être qu'il a d'autres idées en tête, parce que justement, c'est une tulipe et ce n'est pas une rose. Donc c'est un truc tout bête, par exemple. Mais cette image est tellement juste et tellement efficace que déjà, ça peut sauver des vies entières, les vies des parents, les vies des enfants, vous voyez. Donc ça, c'est une chose sur laquelle Isabelle Fioza insiste, et je pense qu'il va falloir en venir à là, c'est-à-dire si on veut vraiment mettre en place une société démocratique, eh bien, il faut effectivement ce soutien à la parentalité dans les écoles. Un des autres problèmes auxquels incite Isabelle, c'est la confusion autour de la notion d'autorité. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout le monde appelle à revenir à l'autorité, parce qu'on voit
la violence endémique, mais on confond l'autoritarisme brutal avec ce qu'est la véritable autorité. Bien sûr. Et que la véritable autorité, au fond, elle s'exerce d'abord par la compétence Oui. et pas par la violence. Quand l'autorité a besoin de violence, elle n'est déjà plus une véritable Bien autorité. sûr. Et ça, peut-être que c'est un des éléments que notre monde n'arrive plus vraiment... Il y a une sorte de faillite de l'autorité. Oui, c'est-à-dire que en fait, c'est toute la différence entre l'autorité et la coercition. Voilà. Effectivement, ce qu'on observe, là encore, pas seulement dans le domaine de l'éducation, mais dans l'ensemble de la société, c'est une augmentation de la violence. Et ça, comme les crises d'un enfant au restaurant, ça fait signe vers un malaise global, ça fait signe vers des problèmes évidents auxquels il faut bien s'affronter, il faudra bien s'affronter un jour. Pour l'instant, les différents gouvernements s'acharnent à maintenir le couvercle sur la cocotte minute. Mais on voit bien que les sociétés ne peuvent pas continuer à vivre dans ce régime d'injustice économique et sociale toujours plus fort, toujours plus frappant, toujours plus flagrant. Et l'injustice, comme toujours, engendre la violence. C'est une loi de l'histoire. Alors face à cette violence, on va répondre par la coercition, plus de violence en fait. Donc voilà, je pense que tant qu'on ne s'attaquera pas aux racines du problème de la violence, effectivement, on peut continuer à se faire croire que c'est par la coercition qu'on résoudra les problèmes. Qu'est-ce que c'est que l'autorité, à mon sens ? Qu'est-ce qui fait qu'un parent a de l'autorité sur un enfant ? C'est que l'enfant lui fait confiance. Voilà. Il a confiance. Il sait que cette personne lui veut du bien et que cette personne est de confiance. Donc, si vous faites confiance à quelqu'un, vous suivez ses avis. Voyez. Maintenant, il faut faire attention avec l'autorité, parce qu'une autorité peut être acquise de manière indue, par la manipulation. Quelqu'un peut exercer une autorité morale parce qu'il arrive à manipuler l'enfant. C'est quelque chose qui m'intéresse, parce qu'on parle évidemment beaucoup de violence contre les enfants, et à juste titre. Il y a une violence contre les enfants physique dont on ne parle absolument pas, mais qui est extrêmement grave. La violence que les enfants subissent. Donc il y a un enfant qui meurt tous les 5 jours. Il y a un enfant agressé sexuellement toutes les 3 minutes. Donc vous faites le calcul pendant l'entretien, combien d'enfants ont été agressés sexuellement. Juste en France? Oh oui, en France. Tous les jours, il y a un bébé secoué. Bon, un bébé secoué, je crois que 10% des bébés secoués meurent. Une grande partie arrive aux urgences et finit avec des séquelles physiques. C'est intéressant parce que sur les violences faites aux enfants, des études ont montré que les parents étaient violents avec les enfants parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre que si l'enfant criait ou pleurait, c'était pas fait pour les embêter, c'était parce qu'ils avaient faim ou parce qu'ils avaient froid. Ouais. Ouais. Donc c'est la même logique qu'on voit. Là, ça semble évident pour un bébé, mais les gens ne se rendent pas compte que l'enfant qui fait la crise au restaurant, c'est la même chose que l'enfant qui pleure parce qu'il a faim. Donc l'enfant secoue le bébé parce il est convaincu que l'enfant fait exprès pour l'ennuyer. Bien sûr. Et au fond, c'est le même délire qu'il y a dans l'éducation, de projeter sur l'enfant des choses qui n'ont aucun rapport avec la raison pourquoi il agit ce qu'il agit. Surtout s'il entend dans le service public, à la radio, que les enfants sont des êtres mauvais, pervers, etc. Et vous savez, quand je suis arrivé à la maternité, le jour où ma femme allait accoucher, on a été reçus par une infirmière, et alors, la première chose qu'elle nous... Enfin, la première chose, mais elle nous a dit, surtout, je voulais vous le dire, surtout, ne secouez jamais votre enfant. L'enfant va pleurer, vous allez voir, il va pleurer, mais surtout, vous ne secouez jamais. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'elle nous dit ça? Je veux dire, quelle idée, secouer un enfant.
Ah, vous dites ça, monsieur, mais vous verrez, vous verrez. Voyez. Donc ça montre que, voilà, ça montre moi je découvrais tout ça, je veux dire, je ne savais rien de tout ça, mais je veux dire, ça vous montre l'ampleur du problème. Et 3 enfants par classe dans les écoles sont victimes d'inceste. 3 enfants par horrible. classe. Et si vous voyez le film, le documentaire L'école est finie, qui est très très beau documentaire, il y a des enseignants qui en parlent de ça. Et de comment ils repèrent qu'il y a là, cette petite-là, c'est quelque chose qui ne va pas. Elle dessine des choses, elle raconte des trucs. Il doit se passer quelque chose dans la famille. Sauf qu'il y a tellement peu de moyens que personne ne fait rien. On va faire un signalement et en fait, il n'y a pas de moyens en fait. Donc du coup, ces situations perdurent. Et on encourage les enseignants, enfin ça c'est dans le film, je l'ai vu il y a longtemps, je ne veux pas me tromper, mais le souvenir que j'en ai en tout cas, c'est que comme il n'y a pas de d'une part il n'y a pas de moyens et d'autre part la hiérarchie, l'administration dissuade les enseignants d'intervenir, quoi. Il y a un enseignant qui finit par démissionner d'ailleurs, si mes souvenirs sont exacts, parce qu'il ne supporte plus cette situation. Il est face à une petite fille qui est victime d'inceste, et je ne sais plus ce qu'il fait, il intervient, etc. Et sa hiérarchie lui explique qu'il a mal agi. Il lui dit, mais je ne peux pas faire autrement, humainement, quoi. Donc voilà, je voulais juste parler, bien sûr, de ces violences physiques sur les enfants. Ça, c'est très important, parce qu'on n'en parle jamais. Ensuite, vous avez les violences qu'on appelle éducatives ordinaires, les fameuses VEO. Bon, en fait, soi-disant, je donne une fessée parce que tu as fait une bêtise, tac, je te donne une fessée. Ça s'appelle une violence éducative. C'est pour l'éducation que je prends. Alors, bon, c'est des violences pseudo-éducatives. Enfin, bon, tout ça, normalement, est interdit aujourd'hui par la loi de 2019, sur laquelle il n'y a eu aucune pédagogie. La plupart des gens ne savent même pas que cette loi existe. Bon. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est que la violence, ce n'est pas juste de la violence physique. Et ce n'est pas juste de la violence psychique. Par exemple, les insultes, les paroles blessantes, ça on sait, ça aussi c'est étudié. On sait que les paroles blessantes, on a montré que l'impact des paroles blessantes pouvait être le même que l'impact de la violence physique, par l'imagerie cérébrale, je crois. On voit que les zones sont les mêmes. Mais pour moi, au fond, tout ça est vrai, mais je pense qu'il faut aussi tenir compte, dans ce vaste spectre de la violence, de la manipulation. Parce que vous pouvez avoir des parents qui n'exercent pas de violence physique, ou peut-être ponctuellement, ce ne sera pas quotidien, disons, pas de violence physique, pas non plus de violence psychologique, il n'y aura pas de paroles blessantes, sauf exception, si jamais un enfant se rebelle tout d'un coup, etc. Mais un vaste système de manipulation dans des familles, par exemple, très claniques, où vous avez comme ça des figures de mère, de père, un peu, où tous les enfants sont sages comme des images. Alors là, a priori, on ne parlerait pas de violence. Et on dira que ces parents ont de l'autorité sur leurs enfants. Donc c'est bien. Ben non. Je veux dire que l'autorité en soi n'est pas évidemment, que pour éduquer un enfant, il faut pouvoir être écouté par cet enfant. Donc il faut de l'autorité. Mais l'autorité en soi n'est pas... c'est pas parce que quelqu'un a de l'autorité que cette autorité est légitime. Voilà, c'est ça que je voudrais dire. Et donc, l'autorité, comme si c'était un Graal, comme ça, le Graal du parent, c'est l'autorité. Il y a des parents qui ont l'autorité sur les enfants, mais cette autorité est illégitime. C'est une autorité fondée sur une espèce de charisme, mais ce charisme peut être un charisme mortifère, qui écrase des enfants, voyez. Et pourtant, on ne verra pas de violence. Et pour moi, c'est une forme de violence. Parce que, au fond, qu'est-ce que c'est que la violence, au fond ? Quand est-ce qu'on parle de violence ? C'est quoi la violence, en fait ? Je pense que la violence, c'est un phénomène par lequel votre équilibre interne est rompu. Par exemple, quand on parle de la violence d'une passion, vous êtes une passion amoureuse ou un coup de colère,
Vous voyez, il y a une violence des émotions. Vous êtes secoué par l'émotion. Pourquoi est-ce qu'on parle de violence dans ces cas-là? Parce que l'équilibre interne est rompu. Voilà. Et donc je pense que chaque fois qu'on on sidère un enfant par la violence physique, par la violence psychologique ou par la manipulation, où on maintient l'enfant dans une espèce d'état d'anesthésie finalement, l'enfant obéit sans bien comprendre pourquoi, eh bien à ce moment-là on peut parler de violence. Et donc c'est beaucoup plus vaste que simplement les violences physiques ou les paroles blessantes. Les enfants éduqués dans la violence, dans la répression, sont tellement attachés à leurs parents qu'ils ne peuvent pas, en fait, rejeter cet héritage. Et donc ils le La prolongent. plupart, ils vont le prolonger, ils sont solidaires de leurs parents. C'est incroyable, là aussi, je vous disais, c'est le besoin qu'un enfant a de ses parents, c'est quelque chose d'incroyable. On ne s'en rend pas compte, en fait. Enfin, je veux dire, et l'attachement d'un enfant à ses parents, y compris quand ce sont des parents toxiques, quand ce sont des parents qui lui font du mal. Puisqu'on sait qu'un parent qui va maltraiter l'enfant, l'enfant va être convaincu que c'est de sa faute, Bien sûr, plutôt absolument. que de pouvoir reconnaître que le parent est maltraitant. Il n'a pas la puissance, la force, et en plus il est menacé de mort. Si le parent s'occupe plus de lui, il n'a pas la capacité. Donc l'enfant choisit de penser que c'est de sa faute et que le parent a raison. Ouais. Et donc un enfant qui aura été maltraité, adulte, légitimera la maltraitance et la prolongera sur ses enfants, Voilà. parce qu'avoir le courage d'essayer de mettre fin à ce cycle mortifère demande vraiment une forme d'autonomie. Beaucoup de... Et au fond, on voit bien que ce qui se joue derrière ce problème de l'éducation, c'est construire l'autonomie des individus. Oui, c'est ça. C'est en fait l'idéal des Lumières. C'est quand même... C'est que quand on voit tout ça, c'est tellement triste de voir l'ensemble des médias et tout ça ne pas se rendre compte de ces implications. Ouais. C'est d'autant plus curieux que la plupart des gens... alors, Dieu merci, il y a des familles heureuses, mais enfin, c'est vrai que si je regarde autour de moi, notamment dans le milieu dans lequel j'ai grandi, les amis que j'ai connus, que j'ai conservés, donc je veux dire, j'allais chez eux, je connais bien. D'ailleurs, des familles très différentes les unes des autres, dans les styles de vie, les valeurs morales, les convictions politiques, mais dans la plupart des cas, des familles très dysfonctionnelles, avec des dégâts sur beaucoup d'enfants, sur des frères, des sœurs. Vous voyez, quand vous êtes chez des copains, vous voyez, puis après vous suivez. Donc, je pense que la plupart des gens pourraient faire le même constat que moi. Et pourtant, il reste cette espèce de tabou, peut-être c'est le dernier tabou de notre société, c'est le tabou de la famille, où il faudrait à toute force maintenir les liens avec la famille, essayer de gagner un horizon idyllique, toujours à venir, au prix de je ne sais combien de sacrifices, de renoncements. Enfin bon, c'est assez étonnant ce à quoi des gens, par ailleurs très libres, sont prêts à... des choses que les gens sont prêts à faire parce qu'il y a cette espèce d'injonction à maintenir ce cadre de la famille patriarcale, malgré tout ce qu'on sait aujourd'hui sur ce que c'est que la famille patriarcale, c'est-à-dire un cadre qui doit évoluer pour aller justement vers une société plus démocratique. Donc effectivement, c'est un très très long chemin, et notamment parce que l'attachement des enfants aux parents fait qu'ils vont reproduire ce qu'ils ont connu. Parce que si jamais ils remettent ça en cause, alors ça veut dire qu'ils se désolidarisent de leurs parents. Et ça, pour eux, c'est pas possible, quoi. Il faut sauver leurs parents. Et même au détriment de leurs enfants, de leurs propres enfants. Vous voyez. Il faut maintenir cette... alors que
il suffirait de reconnaître que justement, comme nous le disions, mais chaque tous être humain est faillible. Eux-mêmes, d'ailleurs, ces parents violents avaient eux-mêmes été éduqués dans la violence. Et puis d'ailleurs, souvent, ce qu'on observe aussi, il faut le dire, c'est qu'il y a quand même une évolution dans l'histoire. C'est-à-dire que souvent, on a une génération, tel père a été systématiquement battu, il se prenait des roustes, comme on disait dans les années 50, quasiment tous les jours, quoi. Et lui-même, non, ça lui arrivera d'user de violence physique, mais ponctuellement. Et puis son enfant, jamais. Par contre, il continuera à élever la voix, souvent, à gronder, etc. Mais je suis sûr que les générations qui viendront n'élèveront plus la voix. Je pense qu'il y a quand même une évolution, quoi. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'agit pas de faire le procès des parents. Les parents sont tributaires de ce qu'ils ont vécu eux-mêmes et ils croient bien faire, etc. Mais c'est pour ça, j'insiste sur cet aspect de aide à la parentalité. C'est qu'on ne peut pas faire avec les moyens du bord. Vous savez, souvent, c'est une chose qu'on entend, les parents, suivez votre instinct, c'est vous qui savez, c'est votre enfant, c'est vous qui savez. Bon, c'est complètement idiot, je veux dire. Non, il y a une science, il y a des connaissances scientifiques sur les enfants. Par exemple, que les enfants ne sont pas des salopards, des nasillons, mais des êtres empathiques. Par exemple, ça, il faut le lire dans un livre, ou alors il faut que quelqu'un vous l'apprenne. C'est complètement idiot de dire aux gens c'est vous qui savez, n'écoutez pas les conseils, c'est vous qui savez. Non, parce que là, du coup, vous allez répéter, et du coup, il y a la belle-mère qui arrive et qui vous dit t'es trop gentil, hein, tu sais, c'est un coquin, fais attention, il te manipule. Tout le monde connaît ça. Bon, c'est des bêtises. Donc, c'est très très important d'enseigner ce que la science aujourd'hui nous apprend sur les enfants. Je pense que la vie de millions de gens serait transformée. Merci beaucoup. J'espère que ça donnera envie à tout le monde de lire le livre d'Isabelle Filiosa, qui est un livre vraiment important. Ouais. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. C'est vraiment un plaisir de partager ces moments avec vous. Et surtout, abonnez-vous, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Partagez cet épisode. Je crois que c'est vraiment important pour construire un monde meilleur. Je vous embrasse.